Ok, très bien. Allez, nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Tout à fait. Donc, les objectifs de ce webinaire, c'est donc... Hop, voilà. Les objectifs de ce webinaire, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est d'aborder les nouvelles exigences et les points d'actualité sur ces textes réglementaires concernant l'étiquetage de nos produits. Et du coup, nous aborderons en thématique, bien évidemment, la fameuse échéance de décembre 2023. Nous parlerons de la liste des ingrédients, de ce que sont les auxiliaires, voilà, les ingrédients, les additifs, etc. On abordera la partie valeur énergétique et déclaration nutritionnelle. Et enfin, on finira par l'affichage de ces informations sur nos produits. On y va. On va commencer avec la première thématique concernant le règlement. Donc, pour introduire un petit peu ce webinaire, un petit rappel sur le contexte général de l'étiquetage. Donc, comme vous le savez, le règlement dit INCO, qui signifie donc information consommateur, est en application depuis 2011 pour l'ensemble de la filière des industries agroalimentaires. Et ce règlement INCO impose aux industriels d'indiquer les allergènes, les ingrédients et la valeur énergétique. Mais du coup, la filière, les boissons alcoolisées en général et spécifiquement la filière viticole a eu une dérogation, on va dire exceptionnelle, de la mise en application jusqu'en décembre 2021. Et en 2021, donc un nouveau règlement européen a vu le jour qui oblige cette fois les entreprises de la filière vin à indiquer elles aussi les ingrédients et la valeur énergétique sur ces produits. Donc nous avons eu 2 ans pour le mettre en application. C'est pour ça que c'était la date de décembre 2023 qui était ressortie. On avait un pas de temps de 2 ans pour la mise en application. Donc ces 2 années, nous y sommes. Ces 2 années de réflexion ont abouti à l'adoption d'un acte délégué d'application européen. Cet acte délégué adopté par la Commission européenne, mais attention, pour le moment, il n'a pas été publié officiellement à ce jour où on se parle au journal officiel, mais il est quand même très avancé. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir aborder certains sujets sur lesquels des décisions ont été prises. Donc, cet acte délégué apporte des réponses à certaines des exigences de la filière que l'on va vous dérouler maintenant. Mais attention, on n'aura pas forcément les réponses à tout. On va vous expliquer ça par la suite. Donc, ce fameux décembre 2023, alors il se passe quoi? Il se passe quoi? Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe au 8 décembre 2023. Donc, vous avez peut-être vu qu'il y a eu un corrigendum qui vient d'être édité et arrêté par la Commission européenne et validé par le Parlement européen. Donc, ce corrigendum, il a donné des précisions sur la date et la définition du vin par rapport à cette date. Et donc, il a été décidé, vous le voyez sur votre diapo, nous avons corrigé un terme, nous avons rayé un terme. Jusqu'à présent, il y avait tous les vins produits et étiquetés sont soumis aux nouvelles obligations. Après le 8 décembre 2023. Ce terme étiqueté a été supprimé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les vins concernés par cette obligation d'étiquetage concernent tous les vins produits après le 8 décembre 2023. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, les 20 produits sur ce millésime 2023 et ceux issus des vendanges passées n'ont pas à appliquer le nouveau cadre d'étiquetage. Après, par contre, il reste quelques questions en suspens, notamment par rapport à cette définition de 20 produits, donc notamment sur les mousseux et les effervescents. On n'a pas encore toutes les réponses là-dessus. La production est-elle la fermentation ou est-ce que c'est la prise de mousse? C'est vrai que pour cette partie effervescent, il y a encore des questions en suspens et la commission n'a pas encore tranché là-dessus, mais on espère vraiment qu'elle prendra les décisions assez simples d'interprétation pour tout le monde, pour que tout le monde s'y retrouve. J'espère que c'est bien clair parce que ça, c'est vraiment une nouveauté dans cette application et une avancée importante. Ça veut dire qu'en gros, on a encore une petite année devant nous pour mettre en application ce règlement. Vas-y, peut-être. Ouais, non, je disais, voilà, c'est important de bien clarifier que le millésime 2023 n'est pas concerné par le règlement d'étiquetage. Ça, c'est quand même un gros point de différence par rapport à toutes les formations et toutes les informations qui ont pu être données depuis le début de l'année, depuis qu'on se préoccupe de cette histoire d'étiquetage. Alors, effectivement, on parle des vendanges tardives pour ceux qui sont peut-être sur des secteurs qui ont à vendanger après le 8 décembre ou à vinifier après le 8 décembre, ils sont évidemment eux concernés, mais tous ceux qui produisent, qui vinifient avant le 8 décembre 2023, cette obligation d'étiquetage n'a plus lieu, ce qui est quand même un point très important. Je voulais juste rajouter aussi qu'on parle beaucoup bouteilles. Il ne faut pas oublier non plus les bibes qui auront cette obligation aussi d'étiquetage. Il ne faut pas oublier non plus le vrac et les mouvements de vrac qui seront effectivement dans les documents d'accompagnement du vrac, les informations dont on va parler plus tard, les additifs, la valeur énergétique et nutritionnelle devront être transférés en même temps que les documents d'accompagnement, donc devront figurer dans les documents d'accompagnement du vrac. Et je pense aussi aux petits vracs caveaux, ceux qui vendent encore peut-être à la tireuse dans les caveaux de vente, devront aussi afficher un certain nombre d'informations dans le caveau de vente à l'endroit où le consommateur vient acheter, remplir, voilà, vient acheter son produit. Donc voilà, c'était juste un petit rappel parce qu'on parle beaucoup bouteilles, mais il ne faut pas oublier les autres contenants. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc ça, c'est vraiment important, mais par contre, il faudra quand même faire attention, hein, même si finalement on a un peu plus de temps pour la mise en œuvre de cette réglementation, pardon. Il faut que vous fassiez quand même bien attention à vos stocks d'étiquettes actuelles, hein, que vous les utilisiez bien, que vous anticipiez du coup vos prochaines commandes. Avec la prise en compte du coup de ces futures exigences. Donc là, soyez quand même vigilants là-dessus. Il faut pas se dire on verra l'année prochaine. Un an, ça arrive vite, donc il faut quand même anticiper votre réflexion. Et je dirais inversement, ne pas se dire j'étiquette et je fais une grosse commande d'étiquettes pour mon millésime 2023 puisqu'il n'est pas concerné, et de se retrouver un petit peu, voilà, faire attention à la gestion du stock là intermédiaire entre les millésimes 2023 et 2024. Très bien. Alors, si vous le voulez bien, on peut regarder peut-être s'il y a des questions sur cette première thématique. Alors, nous avons… 20 produits, 20 assemblés. Non, produit, c'est vraiment vinifié. Ouais. Vinifier, la partie vinification, parce qu'il y a beaucoup d'auxiliaires d'additifs qui sont concernés. Donc, c'est vraiment la partie production, c'est la partie vinification. Voilà. Toutes les étapes ensuite d'élevage ou d'assemblage, ceux que vous avez enregistrés, si vous assemblez même après le 8 décembre, c'est un acte d'assemblage, mais ce n'est pas un acte de production. Je vois une autre question. Est-ce qu'on doit aussi le mettre sur les cartons? Non, ça doit être associé au produit. Donc, c'est vraiment sur l'étiquette. C'est vraiment rattaché au produit qui va être consommé. C'est l'emballage primaire du produit. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Peut-être d'autres arriveront. Voilà, mais on y répondra au fur et à mesure. Donc, si tu veux bien, Florence, on va passer à l'autre point important de ce règlement qui concerne la fameuse liste d'ingrédients. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous en dire un peu plus sur cette notion d'ingrédients?
Alors, les ingrédients. Donc, effectivement, la définition, elle est très claire. Elle provient de ce fameux règlement INCO de 2011. C'est tout élément qui rentre dans la composition du produit. Donc, il y a tout ce qui est matière première, tout ce qui est produit à plus de 2% du produit fini. Et puis ensuite, il y a les additifs, ces deux catégories bien différentes. Ces deux produits, les ingrédients devront apparaître effectivement dans la liste des ingrédients de l'étiquetage. Donc, les ingrédients, c'est quoi? C'est la matière première, donc c'est le raisin. L'acte délégué et le corrigendum a été très clair. On peut réduire la problématique, par exemple, des mous de raisin, des raisins, ça restera raisin. Le terme raisin est accepté par l'acte délégué. Et ensuite, il y avait une question par rapport à tout ce qui était édulcoration ou enrichissement, chaptalisation. Donc là, le corrigendum a été clair. On utilise le terme ou sucre, pour ceux qui l'utilisent, ou le terme mou de raisin concentré. Et ce terme mou de raisin concentré signifiera aussi ou l'utilisation de mou concentré ou l'utilisation de mou concentré rectifié. Seul le terme mou de raisin concentré peut suffire. Ensuite, il y a toute la problématique des liqueurs de tirage et des liqueurs d'expédition qui peuvent effectivement être à plus de 2% du produit fini. Le corrigendum a été très clair aussi là-dessus. Il n'y a pas d'obligation de donner la composition de ces liqueurs de tirage et liqueurs d'expédition, simplement mettre liqueur de tirage et ou liqueur d'expédition sans avoir à définir la composition de ces liqueurs. Donc, ces ingrédients qui sont à plus de 2% du produit fini doivent apparaître dans l'ordre décroissant et il n'y a pas d'obligation de préciser la dose. Ensuite, vous avez les additifs qui sont, eux, évidemment, à moins de 2% du produit fini. Ils doivent faire partie aussi de la liste des ingrédients et eux, ils sont regroupés par catégorie. On le verra un petit peu plus loin, stabilisateur, régulateur d'acidité, stabilisants, voilà, ils ont des catégories et ils sont réunis dans ces catégories. On parle aussi beaucoup des auxiliaires technologiques. Ces auxiliaires technologiques n'apparaissent pas dans la liste des ingrédients. Ils n'ont pas à être mentionnés et on verra la répartition additif-auxiliaire dans la diapositive suivante. Je vois qu'il y a quelques questions. On peut peut-être s'arrêter sur les questions. Donc, on a les copeaux bois rentrent dans la composition. On va vous le montrer après. Hop, les vins importés de l'hémisphère sud sont-ils, attends, parce que j'ai que la moitié de la question. Ouais, là, hop là. Je pense que si voilà. Sont-ils concernés? Alors là, c'est le problème de toute façon par rapport à vendange, de toute façon par rapport à la réglementation, c'est une réglementation européenne. Donc, c'est les vins produits en Europe, circulant en Europe. Après, les vins qui rentrent de l'hémisphère sud dans l'Europe ne sont pas soumis à la réglementation. C'est une réglementation européenne pour les vins circulant entre les pays européens. Si c'est hors Europe, il n'y a pas d'obligation pour ces produits qui viennent de l'hors d'Europe à moins que la France impose cette obligation ou que l'Europe impose cette obligation aux pays hors européens, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Ok, là je vois qu'il y a des questions sur lesquelles on va répondre juste après. Oui, tout à fait. Allez, on va continuer à dérouler du coup le diaporama. Donc on y est. Alors, concernant les additifs, les auxiliaires. Alors les additifs, les auxiliaires. Donc ce qu'on appelle l'additif, il est ajouté intentionnellement. Il a une qualité bien connue, bien reconnue au cours de l'élaboration de la fabrication d'un aliment ou d'une boisson et à cause de ses propriétés technologiques. C'est pour ça qu'ils sont réunis en catégories. Ces additifs sont à mentionner et ils sont à enregistrer. Et ensuite, vous avez tous les auxiliaires technologiques ou de technologie. Ce sont des substances qui sont mises en œuvre dans un but bien particulier et technologique. Il exerce l'auxiliaire un rôle intermédiaire et il ne doit pas subsister dans l'aliment. Et cet auxiliaire technologique n'est pas à mentionner. Donc, pour essayer d'être un petit peu plus clair par rapport à une liste d'auxiliaires et d'additifs, on a fait notre présentation par rapport aux étapes. Donc, si on prend la première étape qui va nous arriver rapidement, c'est l'étape de la récolte. Donc, une alerte très importante et une information très importante par rapport au corrigendum, c'est l'utilisation de toutes ces molécules
dites conservateurs, liés au SO2. Au départ, dans la réglementation, toutes les molécules méthabisulfite de potassium, dioxyde de soufre, etc., étaient à indiquer de façon séparée. Le corrigendum a fixé les choses. On peut tout réunir sous le terme sulfite. Contient conservateur sulfite, ce que l'on utilise déjà aujourd'hui sur nos étiquettes. Et c'est effectivement un des arguments qui a été donné. Le consommateur a l'habitude d'utiliser et de reconnaître ce terme sulfite. On continuera à utiliser ce terme sulfite, même si on utilise différents types de molécules à base de soufre, de SO2. Donc le méthabisulfite, effectivement, est un conservateur. Il rentre dans la catégorie des sulfites. L'acide ascorbique, par contre, lui, est un conservateur si on l'utilise au cours de la récolte. Si on utilise des levures Saccharomyces ou non Saccharomyces ou de la glace carbonique pendant sa récolte, ce sont des auxiliaires technologiques, des auxiliaires de vinification. Ils n'ont pas à être indiqués. D'accord, Florence. Du coup, là, tu nous as parlé de l'étape réception. Qu'en est-il des étapes d'après, vinification, élevage? Y a-t-il des nouveautés aussi? La fameuse grosse étape quand même qui nous arrive de vinification et d'élevage, oui, effectivement, il y a des choses qui ont été précisées par l'acte délégué. Donc, la liste, vous la voyez, vous l'avez sous vos yeux. L'utilisation des gaz d'inertage ne sont pas à mentionner. L'utilisation de tout ce qui est molécules, bisulfite de potassium, dioxyde de soufre, pendant la vinification, tout ce qui est SO2 rentre dans la catégorie des sulfites. Donc, uniquement le terme sulfite sera utilisé. Si vous utilisez des enzymes, ce sont des auxiliaires. Si vous utilisez des levures Saccharomyces et non Saccharomyces, ce sont des auxiliaires, ils n'ont pas à être indiqués. Les nutriments minéraux organiques n'ont pas à être indiqués. L'oxygène de vinification n'a pas à être indiqué. Tout ce qui est levure sèche inactivée, riche ou non en glutathion, n'ont pas à être indiqués. Les bactéries n'ont pas à être indiquées. Les morceaux de bois, il y avait une question, ne sont pas à indiquer, ce sont des auxiliaires de vinification. Et ensuite, on arrive au col. Donc, un certain type de colle reste des auxiliaires. Les cols, je vais dire comme ça, les cols sont des auxiliaires de vinification et qui sont autorisés à l'utilisation en tant qu'auxiliaires. Par contre, j'ai fait la part des choses entre deux types de cols. Les cols type bentonite, PVPP, colle végétal, charbon, gélatine, gel de silice, chitine-glucane, extrait protéique levurien, ce sont des auxiliaires de vinification. Ils n'ont pas à être mentionnés, à être indiqués, ce sont des auxiliaires. Et du coup, je vois là-dessous, tu as séparé caséine, albumine. Il y a des spécificités? Ce sont des produits interdits? Qu'est-ce qu'il en est? Non, ce ne sont pas des produits interdits. Ils font partie de la liste des auxiliaires de vinification. Ce sont des cols. La caséine et l'albumine sont autorisés en vinification. Seulement, la problématique avec la caséine et l'albumine, c'est qu'un autre règlement se substitue, et bien en amont, en 2012, avec l'obligation pour la filière vitivinicole d'afficher l'utilisation de produits allergènes. Et effectivement, la caséine et l'albumine sont des cols dites allergènes. Donc, on peut les utiliser, mais si on les utilise et s'il reste des résidus, on doit effectivement les indiquer et les mentionner comme allergènes. Donc, la notion de résidu, c'est 0,25 mg par litre. Des tests existent dans les différents laboratoires œnologiques pour identifier effectivement ces résidus. Vous pouvez les utiliser. Si effectivement le résidu est inférieur à 0,25 mg par litre, vous n'avez pas à le mentionner, ça reste un auxiliaire. Si effectivement le résidu est supérieur à 0,25 mg par litre, c'est effectivement un allergène et la réglementation est bien plus stricte sur ces allergènes. Vous devez l'indiquer, vous devez le mentionner. Donc c'est un cas bien particulier pour la caséine et l'albumine. Très clair. Autre cas particulier, enfin, c'est pas un cas particulier, c'est une avancée qui a été donnée par le corrigendum de l'acte délégué qui a été adopté, c'est ces histoires de régulateurs d'acidité. Effectivement, en vinification, on peut utiliser un certain nombre de régulateurs d'acidité, tartrique, malique, acide tartrique, malique, lactique, fumarique ou citrique. Et ce qui a été avancé par la filière, c'est de dire, oui, mais tous ces acides, on peut les utiliser à plusieurs étapes. Une cuvée, on mettra du tartrique, une autre cuvée, on ne mettra pas de tartrique. Dans certains cas, on fait des assemblages d'acides, malique et tartrique, etc., etc. Toutes les possibilités sont ouvertes en termes de vinification. Ça va être très compliqué en termes d'étiquetage.
d'être sur la dernière étape au moment du conditionnement et de l'élevage en fonction du type de produit d'acidité on va utiliser. Donc ça a été entendu par la Commission européenne et le corrigendum a été très clair. On peut donner une liste de 3 régulateurs d'acidité sur l'étiquette en notant qu'au moins un soit effectivement utilisé et présent dans le produit. Donc, pour être plus clair, si vous utilisez des acides, de façon générale, vous êtes plutôt sur une vinification où vous utilisez du tartrique, du citrique et du malique, par exemple, vous avez la possibilité de mettre contient régulateur d'acidité, 2 points, tartrique, malique et citrique, en notant qu'au moins un de ces 3-là ait été utilisé ou soit présent effectivement dans le produit. Donc, je peux avoir mis les 3 aussi? Tu peux avoir effectivement mis les 3, c'est au moins un des 3. Donc ça laisse quand même une petite liste déroulante et une petite flexibilité dans l'utilisation de ces produits acidifiants. Je termine par thiamine et tanin qui sont effectivement des auxiliaires et l'isozyme que j'ai mis en gras parce qu'effectivement l'utilisation sur mou reste un auxiliaire de vinification, donc elle n'est pas mentionnée, sur mou uniquement. Quand on passe sur vin, c'est un autre débat que l'on voit sur la diapo suivante. D'accord. On peut peut-être regarder s'il y a quelques questions. Si tu veux, il y en a beaucoup. Alors, caséinalbumine, on ne les mentionne en tant qu'auxiliaire et allergène que si supérieur ou égal à 0,25 mg ou uniquement en allergène. Attends, redonne-moi la question. Hop, caséinalbumine. Donc, est-ce que... alors, s'ils sont inférieurs à 0,25 mg par litre, ce sont des auxiliaires, ils n'ont pas à être mentionnés. S'ils sont supérieurs à 0,25 mg, ils tombent donc dans la catégorie des allergènes qui doivent être indiqués. Donc, ils rentrent dans la catégorie des allergènes. Donc, inférieur à 0,25, auxiliaire, pas d'indication. Supérieur à 0,25, allergène à indiquer. J'espère que j'ai été claire. Si on utilise du CO2 en ajout direct, là, regarde, c'est cette question, dans le vin, pour caractériser, pour les caractéristiques organoleptiques, et qu'il est encore présent dans le produit fini, comment doit-on le mentionner? Non, ça, ce CO2, ça a été réglé, on le verra pour le conditionnement. L'utilisation du CO2, que ce soit pour la vinification, pour l'élevage, ou le rajout du CO2, effectivement, pour remonter les niveaux de CO2, le gaz ne sera pas indiqué, on le voit sur la diapo suivante. Pardon. On a une question aussi, le bisulfite de potassium peut-il être nommé sulfite? Oui, oui, absolument. Tout à fait, il fait partie de la grande famille des sulfites et il a été validé qu'on peut mettre que sulfite. Vous l'avez en haut de cette diapo. Oui. Pourrez-vous nous envoyer la présentation? On verra, vous aurez le replay de ce webinaire qui sera mis à votre disposition. C'est vrai qu'il y a les mouvements de vin aussi, les mouvements de vrac de vin produits avant le 8 décembre, mais qui ont lieu après le 20 décembre 23, sont concernés par l'étiquetage sur les DAE. Non. Non, parce qu'ils ont été produits produits avant le 8 décembre. Ouais, ils ont été produits avant le 8 décembre, donc ils n'ont pas effectivement à être indiqués. En tout cas, vos négociants n'auront pas à vous le demander, puisque l'étiquetage, même s'il arrive en janvier 2024, ils ont été produits avant le 8 décembre. Donc on est bien d'accord que le millésime 2023 et tout le mouvement de vrac de ce millésime 2023, à partir du moment où il a été produit avant le 8 décembre, n'est pas concerné. D'accord. La mention conservateur remplace contient des sulfites. Ah non. Non, non. Non, non, tout à fait. Oui, oui. Non, non. Le terme sulfite doit être vraiment indiqué. Mais par contre, sulfite, voilà, vous pouvez mettre conservateur, 2 points, sulfite. Mais conservateur ne substitue pas au terme sulfite. Oui. Parce que c'est surtout que le terme sulfite était habituel pour le consommateur. C'est pour ça qu'il reste... Voilà, les gens se sont habitués à ce terme et comprennent ce qu'il y a derrière. Le tableau détaillant, c'est... Je n'ai pas vu l'acide métatartrique et gomme arabique. Alors, ça vient après. Voilà. Ça vient après, parce qu'on l'a mis dans le tableau du conditionnement. Donc, si vous voulez, je passe au tableau des conditionnements. À la diapo suivante. Qui est effectivement... Alors, je n'arrive pas...
Voilà, je retrouve plus ma petite étape. Voilà, donc j'ai séparé effectivement vinification, élevage et ensuite le conditionnement. Donc là, vous retrouvez un certain nombre de produits dont vous m'avez parlé. Donc le dioxyde de soufre, bisulfite de potassium, c'est toujours le conservateur et c'est toujours le contient sulfite qui reste d'actualité. Ensuite, vous avez l'acide ascorbique, si vous l'utilisez, est un conservateur à indiquer. Le sorbate de potassium est un conservateur à mentionner. Il est dans la catégorie des conservateurs. Le DMDC, plutôt rare, mais si vous l'utilisez, conservateur. Le fameux lysozyme, si vous l'avez utilisé sur mou, c'est un auxiliaire. Si vous l'avez utilisé sur vin, c'est un conservateur et en plus, c'est un allergène. Donc, il est effectivement à indiquer, à mentionner en tant qu'additif. Alors ensuite, on rentre dans la catégorie des stabilisants, tels qu'ils ont été définis par la réglementation. L'acide citrique est un stabilisant. La gomme arabique est un stabilisant. Ils doivent être indiqués comme additifs dans la catégorie stabilisant ou agent stabilisateur. Et ensuite, vous rentrez dans une catégorie de stabilisants qui ont la même fonction, c'est la stabilisation contre la précipitation tartrique. CMC, la polyaspartate de potassium, l'acide métatartrique et les manoprotéines de levure. Pareil que pour les régulateurs d'acidité, l'acte délégué a autorisé une flexibilité sur ces stabilisants puisqu'ils ont la même fonction. Donc, vous pouvez effectivement avoir des questions qui se posent sur la préparation des vins et la stabilisation vis-à-vis des casses tartriques. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de présenter trois produits que vous potentiellement vous allez utiliser pour stabiliser au niveau tartrique, en notant que vous en avez utilisé au moins un des trois. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser du métatartrique ou des manoprotéines ou de la CMC, vous pouvez indiquer les trois en tant que stabilisants, en notant qu'au moins un des trois est utilisé au moment de votre stabilisation tartrique. J'ai bien fait la répartition des 4 produits pour la stabilisation tartrique. Évidemment, l'acide citrique n'a pas du tout la même fonction et la gomme arabique n'a pas du tout la même fonction. Donc, vous ne pouvez pas mettre stabilisant citrique, acide métatartrique et gomme arabique. Ça ne va pas du tout puisque les trois n'ont pas la même fonction. Donc, c'est vraiment la concentration, elle se fait sur les 4 produits de la stabilisation tartrique. Les 2 autres, il faudra aussi les indiquer en unique, citrique ou en gomme arabique. Et ensuite, donc la réponse qui a été posée sur le CO2, l'azote et l'argon, toute utilisation de ces gaz au moment du conditionnement, soit pour réajuster le niveau de CO2, soit pour la mise en bouteille, les gaz n'auront pas à être indiqués en individuel. La possibilité qui a été donnée par le corrigendum, c'est d'indiquer mise en bouteille sous atmosphère protectrice, ou peut-être mis en bouteille sous atmosphère protectrice. C'est pas facile à dire quand on n'a pas bu un petit coup encore depuis une demi-heure. Donc voilà, vous avez la possibilité d'indiquer ces deux phrases si vous utilisez effectivement ces gaz au moment du conditionnement, mais vous n'avez pas à lister le type de gaz utilisé. Ça a été validé et adopté par le corrigendum de l'acte délégué. Donc là, on a fait le tour de tous les produits œnologiques traditionnellement utilisés, à moins que j'en ai oublié, et là, je vais peut-être le voir sur les questions, mais normalement, on n'a rien oublié, et ils ont été rangés, on va dire, soit dans la catégorie des auxiliaires à ne pas indiquer, soit dans la catégorie des additifs, dans leur catégorie, avec les quelques petites flexibilités qui nous ont été données par l'acte délégué. D'accord. Très bien. Pour moi, je trouve que c'est clair. Je regarde si vous avez des questions particulières. Faudrait-il indiquer la quantité des additifs? Non, les additifs ne rentrent pas, que ce soit les ingrédients et les additifs, la dose, il n'y aura pas d'indication de dose du tout. Concernant les vins nature, doit-on mentionner les sulfites naturels? Alors les sulfites, là c'est le dosage qui fait foi, c'est-à-dire que si vous avez du SO2 total à plus de 10 mg par litre, vous devez l'indiquer. Si le dosage montre que vous avez inférieur à 10 mg par litre, vous n'avez pas à l'indiquer. C'est comme pour l'école, c'est la valeur acceptée par la filière pour l'indiquer ou ne pas l'indiquer. Donc ça, c'est un dosage qui peut vous le donner. D'accord.
bien descendre, je pense qu'il va y Oui, en j'ai avoir enlevé celui-là, c'était ça quelques-unes. Ouais. l'additif non, c'est peut-être pas l'additif. Voilà. Alors, doit-on écrire stabilisant 2 points, CMC, polyaspartate de potassium, acide métatartrique? Oui, tout à fait. Stabilisateur, 2 points, CMC, non, polyaspartate de potassium. c'est virgule, c'est la première phrase. C'est CMC, polyaspartate, acide métatartrique, virgule. C'est pas et ou, c'est une liste et au moins un des trois doit être indiqué. Il n'y a pas de et ou. C'est vous listez ce qui potentiellement peut être un stabilisant chez vous. Dans la même catégorie de fonctions, toujours pareil. D'accord. Est-ce que tu veux que attends, regarde. Un vin édulcoré après le 8 décembre, est-il concerné? Un édulcoré après le 8 décembre. C'est un peu la même question que pour les oui, que la prise et ouais. La production du vin a été faite avant le 8 décembre. Ça, c'est un cas particulier, l'édulcoration. Non, parce que ça restera du millésime 2023. Le vin, lui, a été produit avant. en 2023. Donc, effectivement... alors, peut-être qu'il y aura des précisions, comme pour les effervescents, sur ce sujet-là. Absolument, voilà, tout à fait. Mais la production en elle-même, c'est la vinification. Et elle a lieu avant le 8 décembre. Donc même si l'édulcoration est un acte de vinification, enfin un acte d'élevage, mais je pense que c'est effectivement comme pour les effervescents, ça doit demander une précision. Mais on le garde en tête, ça fait partie de ces futurs webinaires qui devront préciser ces choses. Si nous n'utilisons qu'un stabilisant, doit-on mettre les 3 mentions? Non, non, bien sûr, vous utilisez, si vous êtes sûr d'avoir utilisé qu'un seul et que dans votre étiquetage, une fois que vous aurez décidé un étiquetage, que c'est votre protocole, vous n'en utilisez qu'un seul, vous marquez celui que vous utilisez et il n'y a pas de souci. La possibilité d'en utiliser 3, c'est pour ceux qui effectivement décident en dernière minute par rapport à leur lot d'étiquetage, par rapport à une mise en bouteille qui serait précoce, une mise en bouteille qui serait plus tardive, voilà, ou pour certains négociants qui utiliseraient plusieurs types de stabilisation. Donc, c'est une possibilité qui leur est donnée, mais si vous n'en utilisez qu'un, vous n'en indiquez qu'un. Est-ce qu'on peut, faut-il faire la liste des conservateurs ou simplement mentionner conservateurs? Non, c'est comme tout à l'heure, il faut que vous mettiez les types de conservateurs que vous avez utilisés. Si vous utilisez, par exemple, pour l'exemple de la diapo, du dioxyde de soufre et de l'acide ascorbique, c'est conservateur, 2 points, sulfite, virgule, acide ascorbique, puisqu'ils font partie de la même catégorie. Y aura-t-il des contrôles par analyse des vins conditionnés? Redonne-moi la question. Y aura-t-il des contrôles par analyse des vins conditionnés? Ben, ça va répondre un petit peu aux diapos suivantes concernant... Oui, alors après, les contrôles, ils n'ont pas été spécifiés. Ils font partie de, comme toute la réglementation européenne, que ce soit HACCP, que ce soit toutes les réglementations européennes, la DGCCRF est là pour faire des contrôles. Est-ce qu'elle en fera? Est-ce qu'elle en fera pas? Difficile à dire pour le moment, effectivement. Mais difficile à dire, mais oui, il y a possibilité de faire des analyses, évidemment. Oui, bien sûr. Pour les tanins utilisés lors de l'élevage, faut-il les mentionner? Alors, les tanins, j'ai entendu 2 messages contradictoires et je ne peux pas vous donner l'information. Les tanins, j'ai eu une information comme quoi il y aurait, comme le lysozyme, 2 types d'utilisation pour les tanins. Soit les tanins en cours de vinification et d'élevage, où à ce moment-là, ce sont des auxiliaires de vinification et ils ne sont pas à mentionner. Et pour certains, il y a l'utilisation des tanins au conditionnement, où là, effectivement, comme le lysozyme, il pourrait être indiqué comme additif. Donc pour les tanins, c'est encore assez imprécis. En tout cas, si vous les utilisez en vinification et l'élevage, ça reste des produits, des auxiliaires et ne pas à mentionner. Et enfin, on va faire la dernière question avant de passer à la suite. Si on mentionne des stabilisants dont l'action n'est pas la même, comment les différencier? Vous mettez stabilisant 2 points, les 3 produits par exemple que vous utilisez et vous en rajoutez un 4e. Donc c'est contient CMC, polyaspartate, acide métatartrique, acide citrique. Vous avez donc les 3 potentiels qui ont la même fonction
et le quatrième qui est aussi un stabilisant, mais qui ne rentre pas dans la règle des 3 en autant qu'il y en ait un qui soit utilisé. Donc ça, on fera effectivement 4 dans le cas où vous utilisez en plus de l'acide citrique et de la gomme arabique. Il y a une petite dernière question qui vient d'arriver. Là, ici. Oui. Stabilisant, acide citrique, gomme arabique, CMC, acide méta, mano, au moins un des 3 est utilisé. Comment différencie-t-on les stabilisants? Il faut remettre stabilisant. Non, c'est ce que je disais dans la question suivante, c'est stabilisant, 2 points. Les 3 qui ont la même fonction et dont on peut substituer l'un par rapport à l'autre. Et ensuite, l'autre stabilisant qui n'a pas du tout la même utilité, mais qui est dans la case et dans la catégorie des stabilisants. Voilà. On ne remet pas stabilisant dessous. C'est la catégorie des stabilisants avec la possibilité sur les 4 que j'ai listés de faire cette liste non exhaustive. Et peut-on écrire juste CMC ou faut-il écrire le nom en entier? Non, c'est le nom en entier. CMC, c'était pour l'utilisation. Le langage courant. Voilà, langage courant, parce qu'on dit CMC, mais c'est effectivement c'est la carboxyméthylcellulose, c'est le nom usuel. Enfin, nous, non, c'est pas le nom usuel, c'est le nom officiel. Il y en a plein. Hop, il y en a une autre qui met, du coup, on ne met pas la phrase un des 3 peut être utilisé. Non, pas du tout. Non. Ça, c'est moi qui la rappelle. Voilà. C'est vraiment. C'est la règle. C'est si voilà. vous l'indiquez, il faut au moins qu'il y ait un des 3 qui soit utilisé. Voilà. Si autrement, non, on ne précise pas ça. Non, pas du tout. C'est moi qui en parle. Si vous êtes d'accord, on passe à la suite? Oui, tout à fait. Allez, tu songes. Oui, absolument. Parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même se poser des questions comment on étiquette tout ça. Et est-ce que les ingrédients et les additifs sont les seuls produits à indiquer? Hop là, Oups, j'ai loupé. Voilà. Alors, du coup, par rapport à cette question-là, donc sur cette diapo, vous voyez qu'on vous a mis le rappel du règlement, encore le règlement de 2011, règlement INCO, qui impose donc à l'ensemble des industries agroalimentaires d'indiquer la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Donc là, vous pouvez le voir sur l'étiquette qu'on a mis. Exemple, l'étiquette de Gerbet, pour pas faire de pub, qui indique vraiment de visu sur l'étiquette le tableau avec les valeurs nutritionnelles et la liste des ingrédients. Donc spécifique à la filière, nous avons eu le droit de dématérialiser cette information-là. Seule la valeur énergétique doit apparaître en toutes lettres sur les étiquettes de nos produits, soit en kilocalories, soit en kilojoules. Les autres informations, elles peuvent être renvoyées avec le petit QR code et être dématérialisé. Donc ça, on va en reparler tout à la fin, mais soyez quand même extrêmement vigilants par rapport à ça, parce que on est donc la seule exception dans le monde de l'agroalimentaire à avoir cette dérogation-là. Et donc, il y en a quelques-uns, il y a quelques organismes comme l'OMS, certains États membres, notamment l'Allemagne, une partie aussi de la Commission européenne, des ONG de consommateurs, etc., qui attendent un petit peu la mise en place de tout ça et qui, elles, font le forcing pour que ça apparaisse sur la face comme le reste des ingrédients. Donc, vu qu'on a cette tolérance, il va falloir respecter vraiment les règles d'usage et d'utilisation de ces QR codes, parce qu'autrement, je pense qu'on sera retoqué et ça pourra remettre en cause la validité du coup de ces supports digitaux. Du coup, Florence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la valeur énergétique et de cette déclaration nutritionnelle? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés, des choses particulières? Certaines questions arrivent, donc on va être effectivement dans cette phase-là. Donc là, malheureusement, on n'aura pas des grandes nouvelles à vous annoncer sur la valeur énergétique et la déclaration nutritionnelle. Donc la valeur énergétique reste toujours 3 options à l'étude qui n'ont pas été... 3 options qui sont proposées par le règlement. Et là, le corrigendum n'a rien dit là-dessus. Donc, on reste sur le règlement de départ. L'acte délégué n'a pas précisé les choses.
Donc, on reste sur le règlement de départ et le règlement de départ dit soit pour la valeur énergétique, donc à déclarer en kilocalories et en kilojoules ramené à 100 millilitres. Soit vous avez trois options, soit c'est le calcul par les coefficients de conversion qui sont donnés dans la réglementation que vous avez sur la droite d'ailleurs. Donc le calcul par des coefficients de conversion en partant de la teneur en alcool, en sucre et en acidité d'un vin. Donc ça, c'est l'option qui est effectivement poussée par l'Union des œnologues et Unilabo qui réunit la totalité des laboratoires œnologiques. Donc des formules que l'on utilise aujourd'hui d'ailleurs dans le laboratoire, en tout cas ICV, où effectivement ces formules reprennent les coefficients de conversion et avec une analyse classique, quotidienne de votre vin, on peut vous calculer effectivement le kilocalorie ou le kilojoule que vous pouvez afficher sur votre étiquette. Donc ça, c'est simple, c'est juste une formule qui est appliquée sur une analyse de base. Ou alors, on vous laisse la possibilité d'utiliser des données acceptées par le secteur. Donc, ça veut dire, vous allez sur le site de l'ANSES, des ABAC, sur des ABAC, sur tout type de site, plus ou moins surveillé d'ailleurs. On vous a montré des petits exemples qu'on a trouvés, nous, sur Internet, où vous avez effectivement un nombre de kilocalories qui est donné pour un vin. Alors, souvent, c'est des vins, c'est simple, hein, c'est un vin blanc à 11 degrés ou un vin rouge à 14 degrés. Mais quid s'il y a 4 grammes de sucre, quid s'il y a 5 grammes de sucre, ça devient quand même quelque chose de simplissime. Mais en tout cas, c'est autorisé par la réglementation aujourd'hui. Mais c'est peut-être pas très précis, mais c'est utilisé, c'est autorisé par la réglementation. Ou alors, la troisième possibilité, évidemment, qui n'est poussée par personne, c'est une analyse précise en laboratoire pour tous les paramètres de la valeur énergétique, les sucres, les protéines, etc., etc., où là, effectivement, personne ne pousse à cette option-là. Pas de nouvelles plus précises par l'acte délégué, donc restent toujours ces trois possibilités. La plus simple, c'est Internet, et voilà. Et la plus élaborée, tout en étant relativement simple aussi, c'est une formule utilisée par les laboratoires avec les coefficients de conversion. Et du coup, est-ce que tu sais s'il y a une tolérance dans les précisions des valeurs? Non, aucune donnée n'est donnée, aucune information n'est donnée par le règlement. Donc, on ne sait pas si c'est plus ou moins 5 kilocalories, plus ou moins 3 kilocalories. Voilà. Après, il faut pouvoir apporter la preuve surtout de l'origine de votre information. On parlait des contrôles. Si on vous dit, vous avez marqué 75 kilocalories, où avez-vous trouvé cette information? Et que ça soit cohérent. Si vous mettez 75 kilocalories sur un vin blanc à 11 degrés, mais qu'il a 40 grammes de sucre, ça ne paraît pas logique si l'information qui vous est donnée sur le site internet est un vin blanc à 11 degrés sec. Voilà. Donc, il faut pouvoir apporter effectivement la traçabilité. Et c'est ce que demande notamment la répression des fraudes en disant que ce que vous écrivez sur vos étiquettes, vous devez être capable de le prouver. Voilà. Donc, mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de tolérance définie sur cet aspect-là. Absolument. Alors, je regarde, il y a quelques petites questions. Est-ce que vous pouvez donner les endroits où on peut trouver les valeurs acceptées par le secteur? Ben justement, sur le site de l'ANSES, hein, vous avez ANSES. C'est le site, on va dire, plus officiel de toute la filière agroalimentaire. Voilà. Toute filière agroalimentaire. Vous allez sur le site de l'ANSES, donc ANSES, vous cliquez 20 et vous avez, c'est sorti de l'ANSES, je crois, les tableaux qu'on a là. Donc voilà, vous avez les valeurs de base. Voilà. Pour la valeur énergétique alcool, on m'a indiqué qu'il fallait ajouter un coefficient dû à la densité du vin qui est moins élevé que l'eau. Non, non, non. Non, non, sur la valeur énergétique, c'est les coefficients de conversion que vous avez sur le. Que vous retrouvez dans le règlement européen. C'est très, très, très simple et les formules de calcul qui sont utilisées, je vois effectivement ce dont vous voulez parler, mais la différence est tellement minime pour le coup, pour le calcul de la calorie, surtout s'il y a des sucres et si on rajoute le coefficient de conversion avec l'acidité, que la partie alcool ne bougera pas si on utilise effectivement la masse volumique. Donc, vraiment, les coefficients sont très simples d'utilisation et la formule est très simple.
Quand est-ce qu'on saura l'option qui est retenue pour la méthode? Alors justement, ça va être un peu, ça introduit un peu la diapo suivante où on va vous faire état de là où on en est actuellement. Ouais. Alors, à chaque fois, je perds ma petite. Voilà. Alors, il y avait la notion de la déclaration nutritionnelle, puisque la valeur énergétique, c'est les kilocalories, c'est les kilojoules. Et ensuite, il y a la déclaration nutritionnelle qui est très différente aussi. Hein. Donc, c'est ingrédients, valeur énergétique et déclaration nutritionnelle. C'est les 3 points. C'est 3 choses différentes. 3 choses différentes, absolument. Donc, la déclaration nutritionnelle, là, on rentre dans le détail de ce qui est nutrition pour l'agroalimentaire et pour l'Europe. Donc, on y retrouve les protéines, les fibres alimentaires, le sel, les graisses, les polyols, dont le glycérol pour nous, les alcools comme l'éthanol, les glucides, donc glucose et fructose, et puis les acides organiques. Donc ça, la liste des composés que vous avez à gauche, c'est la liste de nutrition, des valeurs nutritionnelles que vous retrouvez dans n'importe quel produit de l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la filière vitivinicole, quand on doit effectivement dire combien il y a de protéines, combien il y a de fibres alimentaires, combien il y a de sel, combien il y a de graisse. Donc là, il y a eu une information très importante qui a été faite par Unilabo, soutenue aussi par les œnologues de France. Donc Unilabo est l'association des laboratoires œnologiques qui a écrit à la Commission européenne en disant, voilà, compte tenu des concentrations des composés visés par les dispositions d'obligation d'étiquetage pour le vin, les contraintes associées par les laboratoires, les producteurs et les négociants, et le coût de détermination analytique, nous proposons les modalités de détermination de la valeur énergétique et de la déclaration nutritionnelle d'un vin selon la règle suivante. Et la règle suivante, ce serait de mettre absence pour protéines, absence pour les fibres alimentaires, absence pour le sel, absence pour les graisses. Pour le glycérol, puisque c'est un des polyols présents dans le vin, non significatif. Voilà, il y a possibilité effectivement d'une détermination analytique, mais ça peut être effectivement un petit peu compliqué. L'alcool resterait le dosage de l'alcool classique fait par les laboratoires. Les glucides, ce serait le dosage et la prise en compte pour la valeur énergétique, ce serait la détermination de la concentration en glucose et fructose. Ce sont donc les analyses classiques de laboratoire. Et pour les acides organiques, idem, ce serait effectivement le dosage d'acidité totale, où on retrouve effectivement la totalité des acides organiques. Alors, exprimé en acide tartrique, c'est la seule petite différence effectivement sur laquelle il faut être vigilant dans vos analyses. Mais ça peut se faire très facilement en termes de calcul. En général, on le donne par 1 gramme par litre d'acide sulfurique. Et là, effectivement, il faudrait convertir l'acidité totale qu'on vous donne dans les laboratoires en acide tartrique. C'est une petite formule de calcul très simple et qui permettrait de répondre à la case acide organique. Donc là, pour le moment, on n'a pas encore d'informations précises à ce sujet. On attend encore les décisions et les délibérations. Voilà, la pression devrait venir. Voilà, on espère qu'effectivement le poids que représentent les laboratoires œnologiques en termes de compétences, d'expertise, va pouvoir effectivement faire plier la commission pour qu'effectivement nous n'ayons pas à mettre quoi d'ailleurs, quel chiffre. Donc mettre absence, ce serait effectivement une bonne avancée, mais on attend le prochain corrigendum qui pourrait venir préciser ce genre d'informations. On ne l'a pas pour l'instant. D'accord. Il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, la dernière, ça on y a répondu, le taux de glucides et donc le taux de sucre, glucose, fructose, ça c'était dans ta diapo. Oui, tout à fait. Savez-vous si la réglementation est la même pour la bière? Alors la bière, pour l'instant, elle n'est pas dans les produits concernés par le règlement d'étiquetage. Ça devrait évoluer assez rapidement. Puisque le fameux règlement INCO va être revu en 2024 ou 2025. Et effectivement, seront peut-être intégrées les bières. Pour l'instant, elles ne le sont pas. On le retrouve pourtant classiquement pour la filière bière. On voit souvent le nombre de kilocalories ou de kilojoules. On voit peut-être la liste des ingrédients aussi. C'est beaucoup plus simple. Mais ça, c'est une volonté de la filière brassicole, ou en tout cas des brasseurs, de mettre cette indication, mais il ne rentre pas dans la réglementation actuelle. Il pourrait y rentrer dans la prochaine mise à jour du règlement INCO. Et là, effectivement, la possibilité serait la même. Alors,
Je ne sais pas si la possibilité sera la même que la filière vitivinicole, c'est-à-dire d'avoir un QR code et de pouvoir dématérialiser les informations. Ça viendra peut-être dans un deuxième temps, mais pour l'instant, la filière brassicole n'est pas concernée par ce règlement. Très bien. Les valeurs du SICAL, justement, de l'ANSES peuvent être utilisées. Oui, bien sûr. Oui, Oui, voilà, nous avons répondu à cette question. Aujourd'hui, ça fait partie d'une des 3 actions possibles. Tout à fait. Hop, sur quel site on a répondu? Alors, peut-on écrire E2.75 kilocalories ou faut-il écrire valeur énergétique en toutes lettres? Non. Le E de point peut suffire. E de point 75 kilocalories voilà. Et X joules. Il faut faire le petit calcul en joules. C'est en kilocalories et en joules qu'il faut l'indiquer. Mais il n'y a pas besoin de marquer valeur énergétique. Le taux de protéines n'est donc pas obligatoire à mentionner. Ben, pour l'instant, on est en attente de la décision par rapport à la remontée d'informations d'expertise œnologique auprès de la commission. La filière veut qu'effectivement, ça soit marqué absence pour la partie protéique, mais on attend cette validation. Est-ce que les valeurs nutritionnelles peuvent être une estimation? Cela veut dire avoir une déviation de 20%. Ça, pour le moment, c'est pareil, on n'a pas la réponse sur cette fameuse tolérance comme vous aviez demandé précédemment. Tout à fait. On n'a pas, il n'y a pas plus de précision que ça sur la tolérance acceptée, qui sera acceptée. La valeur énergétique, hop, doit-elle apparaître obligatoirement sur l'étiquette ou peut-elle être mentionnée sur le QR code? Non, justement, c'est la seule indication. Voilà, on l'a dit sur une des diapos précédentes, mais c'est la valeur énergétique est la seule indication qui doit être écrite en toutes lettres sur l'étiquette. Vous voyez, c'est sur la deuxième partie en bas de cette diapo. S'agissant des informations nutritionnelles, il est apparu que la valeur énergétique avait plus de sens pour le consommateur que l'étiquetage du tableau nutritionnel complet. Donc, en effet, le vin ne contient ni sel, ni protéines, ni graisse. Ça, c'est ce qu'on espère. Voilà. C'est pourquoi les institutions européennes ont autorisé l'étiquetage de la seule valeur énergétique sur l'étiquette des produits en kilocalories et kilojoules. Les autres informations pouvant être renvoyées sur le QR code. Voilà pour cette question. Peut-on préciser l'absence, c'est la dernière, regarde. Peut-on préciser l'absence de certains produits dans les additifs ou rubriques avec mention néant? Non, ça pour les additifs, c'est vous. Si vous l'avez mis, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, voilà, vous mettez pas. C'est pas stabilisateur ou conservateur de point néant. S'ils sont indiqués, c'est qu'il y en a dedans. C'est que vous l'avez utilisé comme additif. Voilà. Là, on parle simplement le fait néant ou absence, c'est pour la déclaration nutritionnelle, pas pour les ingrédients et les additifs. Les sirops font-ils partie des additifs comme le rosé pamplemousse? Ça, c'est vrai qu'on n'a pas. Oui, parce que le problème, c'est de savoir si le rosé pamplemousse est considéré comme. Il y a quel degré aussi est le rosé pamplemousse? Est-ce qu'il est inférieur à 10 degrés? À ce moment-là, il n'est pas dans la catégorie des vins, il est dans la catégorie des produits, des boissons. Enfin, il n'est pas considéré comme vin. Hein. Quand on dit vin, c'est qu'on est au-dessus de 10 degrés. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête par rapport à ces produits, justement, intermédiaires. Je te propose qu'on finisse la dernière diapo. Je vois qu'il est midi. Absolument. On est dans le timing. Ouais, donc, la dernière information, c'est plutôt un rappel, hein, plutôt que quelque chose de nouveau, concernant justement cette fameuse dématérialisation et la possibilité d'intégrer les informations de façon numérisée via un QR code. Donc, vous voyez, tout à l'heure, pour la question où vous avez dit est-ce qu'on doit écrire valeur énergétique, vous l'avez sur le petit QR code en bas, là, l'exemple, on peut juste mettre E égale, sans forcément écrire valeur énergétique en toutes lettres. Donc, comme tout à l'heure, je vous en ai parlé, il faut faire attention au choix du coup du prestataire que vous allez
prendre pour héberger vos QR codes. Là, vous avez quelques exemples type Ulabel dans ma bouteille, vin.co, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a de multiples acteurs autour de ça. Il y a les syndicats d'appellation. Il y a beaucoup de solutions qui vous sont proposées par rapport à ça. Mais il faut être vigilant dans votre choix pour plusieurs raisons. Du coup, la longévité de cette plateforme. Donc attention, hein, vous avez comme tout le secteur agroalimentaire, vous devez absolument conserver la traçabilité. Donc, si vous êtes sur des plateformes, on va dire, pas trop fiables et que dans un an, ils ferment boutique et du coup, vous ne retrouvez pas vos informations, donc il faut faire attention pour que vous puissiez conserver l'ensemble de vos informations pendant plusieurs années, jusque du coup à la durée de vie de vos produits. Donc ça, c'est un point important de bien faire attention à la durabilité de l'entreprise. Alors, notre petit QR code aussi, il faut être vigilant, il y a des règles qui sont définies. Il ne doit pas contenir d'informations commerciales, d'accord? Quand le consommateur va cliquer sur le QR code, il faut arriver directement sur la fiche produit. On ne doit pas arriver sur des informations commerciales. Le deuxième point, la longévité de la plateforme, je viens de vous en parler. Il faut également faire attention dans votre choix à ce que votre hébergeur, votre prestataire puisse vous mettre au courant aussi du suivi de la réglementation et qu'il puisse adapter son outil à ces peut-être futures évolutions de la réglementation qui peut avoir lieu. Il faut également voir si il est possible de traduire ce QR code en plusieurs langues parce que la réglementation dit qu'il faut que ce soit lisible par tous. Donc après, c'est vrai que selon la destination de vos produits, c'est important que vous puissiez le traduire dans la langue du pays. Lorsqu'on regarde ce QR code également, il faut pas qu'il y ait de tracking du consommateur. Donc ça, c'est aussi important. Il a été demandé qu'on n'ait pas de traces sur le consommateur. Et bien évidemment que ça soit accessible directement depuis la bouteille, donc que ça soit sur vos étiquettes. Donc il faut faire aussi attention à la taille de votre QR code, que ce soit bien lisible par les téléphones. Donc là, il faut quand même être un peu vigilant sur cette notion de dématérialisation et de e-étiquette pour bien respecter ces différentes conditions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certains organismes quand même qui attendent un peu au tournant pour nous obliger à l'écrire en toutes lettres sur les étiquettes comme pour tous les autres produits. Donc voilà, importance d'être vigilant sur les informations que l'on va avoir sur ces QR codes et la longévité et de cette traçabilité sur les produits. Alors, quelques questions effectivement. Donc, pour les 20 produits en France destinés à un export hors UE, non, soit le pays vous l'exige, mais si le pays vous l'exige pas, vous n'avez pas besoin de cette étiquette. De toutes les informations dont on vient de parler, si vous exportez effectivement hors de l'Union européenne. Par contre, dans l'Union européenne, c'est obligatoire. Effectivement, quand on parlait des 24 langues de l'Union, c'est parce que c'est effectivement des vins qui doivent transiter dans l'Union. Il y avait aussi des questions sur la taille du QR code minimum. Voilà, il faut que ce soit scannable. Alors, pour le coup, il y a peut-être en effet des règles spécifiques. Ça, je n'en ai pas connaissance, mais il faut tester et il faut que ce soit scannable avec vos téléphones. Voilà. Donc, je pense que c'est une question d'impression. Alors, une question auquel est-ce qu'il faudra que la déclaration de récolte soit faite avant le 8 décembre pour que le millésime 2023 soit exempté de nouvel étiquetage? Oui, il faut qu'effectivement les choses soient fixées en termes de quantité, en termes de définition effectivement des quantités produits pour le millésime 2023.
Je crois qu'il y avait une question aussi sur le DAE. Donc là, effectivement, les choses aussi, les infos doivent obligatoirement être indiquées dans le DAE. Oui, je crois qu'il y a une case dans le DAE qui est définition du produit, où là, effectivement, alors quand ce sera le cas, vous pourrez y indiquer la valeur énergétique, tout ce qui sera utile à votre négociant pour lui le reprendre sur l'étiquetage. Donc c'est dans la définition du produit. Sur le DAE. À quel endroit de l'étiquette doit être mentionné toutes ces informations? Donc ça, c'est vers le QR code. Mais à quel endroit, du coup, contre-étiquette ou étiquette, mais il faut, enfin, la plupart du temps, c'est plutôt sur la contre-étiquette, mais vous pouvez le mettre sur où vous le souhaitez, à condition que ça soit vraiment visible et du coup que ça soit sur le même champ visuel que les autres informations obligatoires. Alors, est-ce qu'on peut l'héberger sur notre propre site internet? Non, en tout cas, il faut être extrêmment vigilant, pas dire de non définitif, mais comme ça ne doit pas contenir d'informations commerciales, il faut être extrêmement vigilant. C'est-à-dire que on ne peut pas orienter, que le QR code oriente sur des informations commerciales et qu'à l'intérieur de la fiche commerciale, il y ait, soit indiqué, pardon, les informations nutritionnelles. C'est vraiment un QR code spécifique qui oriente uniquement sur la liste des ingrédients et les informations nutritionnelles. Voilà. C'est pas je passe par le commercial pour l'avoir. Par contre, c'est je passe par l'information nutritionnelle, puis ensuite je peux renvoyer par l'information commerciale. Mais le QR code spécifique, liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle doit être spécifique. Il ne doit pas y avoir de lien avec la partie commerciale. Alors, certains d'entre vous me posent la question, qu'est-ce qu'il y a sous le petit QR code? Alors, je vais essayer de voir si vous le voyez. Il faut que j'enlève le... Ce petit QR code, justement... Ah, pardon, c'est pour ça que le problème, c'est que j'ai un peu de mal à... Non, tu ne pourras pas plus le grossir. Vous pouvez, vous, avec vos écrans, le grossir, mais non. En fait, il y a le kilocalorie, hein. C'est pour 100 millilitres, entre parenthèses. E égale, alors je n'ai pas le chiffre. 324 kilojoules / 77 kilocalories. Donc c'est comme ça que ça doit être indiqué, alors ou en bas ou en haut du QR code, mais en tout cas c'est les informations minimum, c'est la valeur énergétique pour 100 millilitres et le QR code qui renvoie à la liste des ingrédients et la valeur nutritionnelle. Alors le I au milieu du QR code n'est pas obligatoire. Concernant la traduction. L'anglais, c'est pas forcément que nécessaire. Enfin, il faut faire attention au pays pour lequel vous exportez dans l'Union européenne. Il faut que l'anglais soit compréhensible. Que ça soit compréhensible. Si votre client ou si le marché accepte de l'anglais, pas de problème. Mais si c'est dans un pays dont la langue principale n'est pas l'anglais, il y a peut-être effectivement une traduction dans ce pays-là. Si vous arrivez à le faire en interne, doit-on obligatoirement passer par un prestataire pour générer le QR code? Ou peut-on le faire en interne? Il n'y a aucun souci pour le faire en interne, en notant qu'on y retrouve les informations dont on a parlé, c'est-à-dire... Et respectant ces règles. Voilà, exactement. Donc la taille, on vient d'en parler pour que ce soit scannable. Si nous décidons d'écrire les informations sur l'étiquette, devons-nous écrire en français, anglais, une taille minimum de l'écriture? Là, je pense qu'il faut se référer au règlement justement sur toutes les l'étiquetage qui donne les différentes hauteurs des caractères. Après, l'histoire du français en anglais, ça revient exactement comme si vous scannez un QR code. Hein, ce qui est demandé, c'est que ce soit lisible par les personnes qui vont acheter le vin. Donc voilà, si vous exportez en Allemagne, je pense qu'il faut que ce soit en allemand. Tout à fait. Toutes ces mentions obligatoires pourront être inscrites sur la contre-étiquette. Oui, ça dépend ce que vous décidez en termes d'habillage. Certains n'ont qu'une étiquette, donc ça peut être sur l'étiquette ou ça peut être sur la contre-étiquette. Je ne me souviens pas si vous avez parlé des levures. Non, pas à indiquer les levures. Ce sont des auxiliaires. Nutri-Score, non. On a réussi justement à échapper à cette histoire de Nutri-Score. C'est justement les 2 ans de négociation entre 2021 et 2023.
Donc, pour la filière vitivinicole, on n'est pas soumis au Nutri-Score. Bah, comme il n'était pas très favorable. Très favorable, du coup, on a réussi voilà. à. Par contre, on a quand même la valeur énergétique à voilà. indiquer, ce qui n'est pas toujours simple pour les produits un peu sucrés. Mais en tout cas, voilà, on reste sur la partie valeur énergétique. Alors, après, on ne distingue pas. Ah oui, ça, hop, ce qui est écrit sur le QR code, Ouais, ça marche. La dimension, on a parlé. Doit-il avoir uniquement les informations? Pardon, excuse-moi là. Ouais. Doit-il y avoir uniquement les informations obligatoires dans le QR code? Peut-on rajouter des informations type cépage, millésime? Oui, ça on peut. Ça, on peut, oui. Sur les fiches, vous pouvez regarder sur Internet, hein, vous avez des exemples de fiches produits, et en effet, dedans, on peut y rajouter le cépage, le millésime, vous pouvez y rajouter ces bio, HVE, voilà. Vous pouvez rajouter après ces mentions qui concernent le produit. Voilà, il n'y a pas de prix surtout, voilà. Pas de prix, pas d'informations de dégustation, pas de commentaires commerciaux. Il ne faut pas que ça soit un acte de vente, mais un acte d'information du consommateur. Voilà. Écoute, redescends. Alors, la durée de vie d'un vin, ça c'est très compliqué. Je suis d'accord avec vous, c'est dans beaucoup de cas pareil. On a beaucoup de mal à avoir cette information sur la durée de vie dans beaucoup dans la traçabilité, la conservation des documents. C'est un dossier, rien n'est indiqué. Donc, ce qui est indiqué dans le corrigendum, c'est il faut que le consommateur ait la possibilité de se référer à ces informations jusqu'à ce que la dernière bouteille soit bue. Donc effectivement, si on est sur un AOP de haut de gamme et qu'on estime qu'il peut être 30 ans dans une cave à vin chez un consommateur, au bout de 30 ans, il peut avoir à demander mais quels étaient donc les ingrédients dans ce produit-là. On n'a pas de... La durée, sur la filière vitivinicole, on n'a aucune indication de durée de vie des bouteilles. Si tu descends, est-ce qu'il y a des nouvelles tout en bas là? Tout en bas, en bas, je suis encore en haut là. Oui. Pour les sulfites, c'est toujours contient des sulfites, ouais, ça. Est-ce que les informations obligatoires aujourd'hui peuvent être toutes déplacées sur le QR code? Non. Non, ça, donc il y a une question sur est-ce que les informations obligatoires aujourd'hui sur l'étiquette peuvent être toutes déplacées sur le QR code et ne mettre que le QR code et la valeur énergétique? Non. Les 8 mentions obligatoires, le millésime, le degré, la femme enceinte, etc. Là, c'est une obligation et ça ne doit pas être dans le QR code. Hein. Ça, c'est toujours sur la face de votre étiquette, pas dématérialisé. Non, pas de date de péremption à mentionner, pas de DLC. Pour l'instant, on n'est pas concerné pour ça. Si tu contient sulfite, on a mis. Écoute, je pense qu'on a fait. Il y en a encore beaucoup. Oui, mais quand on regarde, c'est quand même sur des thématiques assez semblables. Je vois qu'il y a déjà mis des écarts, donc je pense qu'on a à peu près répondu à l'ensemble de vos questions. Après, de toute façon, vous avez donc sur le replay, vous avez nos adresses mail. Donc, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre du mieux qu'on le pourra. Après, sachez que on continuera à vous mettre au courant des dernières nouveautés. Donc, on fera pareil des webinaires, des formations sur l'année à venir. Plus conséquente, oui, voilà, sur les mentions obligatoires, un rappel sur les mentions obligatoires. Voilà, donc vraiment tout au long de l'année, bien évidemment, on vous tiendra au courant des dernières évolutions. Et donc, voilà, le replay, lui, je pense, sera disponible sur notre site, sur le site internet de l'ICV. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et vous avez nos mails, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, et à suivre notre actualité, l'actualité de l'ICV, notamment sur cette thématique-là. Voilà. Qu'on va suivre de près, même si on a quelques semaines de répit. On va se concentrer sur la vendange 2023. Et puis, on reviendra certainement ensuite avec la suite des événements. Voilà. Il nous reste à vous remercier. Merci de votre attention. Et puis, écoutez, bon été et bonne vinification 2023. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.